Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Jimmy Barin, Senior Vice President Global Sales Engineering chez Yext. Bonjour Jimmy, Bonjour Serge. comment ça va? Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour, Jimmy Barins. Donc je suis le titre était un peu marrant, mais SVP Global Sales Engineering. Je m'occupe de toutes les personnes techniques avant-vente au sein de l'éditeur de logiciels Yext au niveau mondial. Donc j'ai des équipes aux États-Unis, en Europe, au Japon, un petit peu partout. D'accord. Est-ce que tu pourrais présenter Yext? Alors Yext est une société qui est spécialisée dans l'aide aux marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques ont des enjeux. Le premier enjeu, c'est d'être présent sur tous les canaux digitaux. Effectivement, quand on fait des recherches aujourd'hui sur Google ou sur le site web de la marque, on cherche des informations avant de prendre une décision. Et ben, on va aider ces marques à être présentes sur tous les points de contact digitaux possibles et imaginables lors d'un parcours client. Et donc, Yext est là vraiment pour industrialiser et aider les marques à être présents sur tous ces canaux. Très bien. Et ça a été quoi ton parcours jusqu'à devenir chez Oula, Yext? en fait, je suis un épita, donc je suis sorti épita en 93. J'ai fait Xerox pendant 3 ans, 2 ans, une société qui allait devenir après Capgemini. Et puis j'ai découvert le monde du soft avec Adobe, alors suivant comment on veut le dire. J'ai passé 19 ans chez Adobe, où j'ai fait de l'avant-vente, du commercial, du business développement. Et puis à 5 ans, j'ai décidé de rejoindre Yext parce que je voulais être au début d'une aventure dans une start-up américaine, mais qui venait s'implanter en Europe. Et donc j'étais employé numéro 3 et l'idée c'était de construire, quoi. Et ça fait combien de temps que ça existe Yext? Alors c'est né en 2006 et ça a pivoté en 2011 pour faire le business dont je viens de parler. D'accord. Et ça répond, je trouve, à quelle problématique aujourd'hui, Yext? Alors Yext, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va accompagner les marques pour pouvoir s'assurer que leurs produits, leurs services, leurs événements, leurs points de vente, toutes les informations publiques en fait à propos des marques soient vraiment visibles sur Google quand je fais une recherche, mais aussi pourquoi pas, je sais pas, Apple Plan pardon, quand je veux trouver mon chemin pour aller sur un magasin, ou je veux choisir un restaurant, comment je vais pouvoir choisir les informations sur ce restaurant, les avis. On va accompagner vraiment les marques pour pouvoir aider un futur consommateur à se renseigner sur ses produits, ses services, à se rassurer et éventuellement prendre une décision, soit d'achat, soit de déplacement en magasin, soit de réservation. Et c'est quoi justement les services que vous proposez? C'est vraiment alors on a plusieurs services en fait au sein de Yext. On va avoir d'abord un premier service qui va être ce qu'on appelle la multidiffusion, c'est-à-dire on va prendre un réseau physique et on va rendre visible ce réseau physique sur les canaux digitaux. Prenons n'importe quelle marque qui a, je sais pas, 500 magasins physiques en France ou dans le monde. Eh ben, l'idée, c'est de s'assurer que l'adresse est bonne, que les horaires d'ouverture sont bons, que, par exemple, les conditions Covid sont respectées. Et si je cherche un magasin autour de moi de cette marque, eh ben, je veux que l'information qui soit partagée avec moi soit la bonne et la plus à jour possible. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre complémentaire à celle-ci, c'est la gestion des avis magasins, des avis produits, parce qu'on sait qu'inconsciemment, quand on regarde, je sais pas, 2 restaurants, ou 2 pizzerias, s'il y en a une qui est à 4,8 et l'autre qui est à 3,8, on va avoir intellectuellement se dire que la 4,8 a priori est meilleure que la 3,8 et donc on va peut-être choisir celle-là plutôt qu'une autre. Donc la puissance et l'apport des avis, donc ça c'est la deuxième offre. La troisième offre, ça va être tout ce qui va être rejoindre un petit peu la première, c'est tout ce qui va être store locator et page locale, c'est-à-dire qu'on sait que quand on va sur les sites de marque, on peut, grâce à une map ou avec un moteur de recherche, retrouver un point de vente. Et quand on clique sur un point de vente en particulier, on a une page dédiée à ce point de vente qui nous explique exactement tous les services ou les gammes qui sont disponibles dans ce point de vente. Autre offre après, c'est ce qu'on appelle les pages d'intention. C'est là où on va aider les marques à intercepter des recherches non brandées, c'est-à-dire des recherches où on ne contient pas le nom de la marque. Parce que si je dis je veux chercher le magasin Fnac à côté de chez moi, on va trouver une réponse assez rapidement. Si par contre je dis je cherche à acheter une télé OLED à côté de chez moi, j'ai pas donné de marque, j'ai pas donné de revendeur, j'ai rien du tout. Et pourtant, il faut être dans la bataille. Si je suis boulanger, Fnac, Sony, Samsung, je veux faire partie de cette réponse. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les pages d'intention, c'est aider les marques à être présentes dans la bataille quand l'intention est sans marque. Et enfin, le dernier qu'on a lancé, c'est le moteur de recherche on-site, puisqu'on s'est aperçu que jusqu'à maintenant, on travaillait beaucoup sur le off-site, c'est-à-dire les points de contact digitaux qui ne sont pas maîtrisés directement par les marques, pour driver justement du trafic vers le site. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'une fois qu'on avait drivé les gens sur le site,
l'expérience de recherche sur le site était déceptive. Parce qu'il y a un décalage entre l'expérience qu'on a avec un Google aujourd'hui et l'expérience qu'on a sur un site web de marque. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout de notre parcours de recherche et que pour dans notre offre soit complète. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle Yext Answers, qui est un outil de recherche on-site basé sur de l'intelligence artificielle, du machine learning et de la reconnaissance en langage naturel. Bah, justement, on va revenir tout à l'heure sur cette partie de search. Avant ça, comment vous différenciez justement de vos concurrents, si vous avez des concurrents sur ces domaines-là? Alors, on a des concurrents, oui, heureusement. D'ailleurs, c'est bien, c'est plutôt sain qu'on ait des concurrents. Par contre, on va avoir des concurrents sur chacun des modules dont je viens de te parler. C'est-à-dire qu'on va trouver des concurrents sur la multidiffusion, des concurrents sur la gestion des avis. On va trouver des concurrents sur les store locators et pourquoi pas sur les moteurs de recherche. Par contre, cette approche transverse du parcours client et d'avoir un seul et unique acteur qui est capable d'accompagner une marque de son point de vente physique, off-site, jusqu'au site web online, en passant par le chatbot, en passant par tous les points de contact possibles et imaginables qu'on peut imaginer, et ben, Yext, de ce point de vue-là, est unique. Donc, on a un double challenge, c'est-à-dire qu'on a à la fois des concurrents quasiment dans chacune des offres qu'on a. Par contre, si on regarde et on recule et qu'on regarde la plateforme Yext, on est le seul acteur qui propose vraiment ce panel de bout en bout. Tu aurais quelques chiffres sur Yext à donner? Oui, alors je le disais tout à l'heure, on est né donc en 2006, pivoté en 2011. Aujourd'hui, on est à peu près 1500 employés. C'est une société américaine qui est née à New York. Et en Europe, on est à peu près 220 personnes maintenant aujourd'hui. Il n'y en avait pas du tout il y a 5 ans, hein, donc ça donne une idée aussi de la croissance. Et c'est des clients partout sur la planète et des clients internationaux qu'on accompagne depuis de nombreuses années. En allant faire un tour sur le site de Yext, j'ai vu que vous proposiez ce qu'on appelle le Search Data Hub. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Bah, ça, c'était un peu notre contribution à la communauté. C'est-à-dire que, bah, à force d'avoir des clients et des clients et des clients, bah, ça nous permet d'avoir un jeu de données, si tu veux, sur l'usage, justement de la recherche, qui fait qu'on est capable maintenant de proposer à tout le monde, c'est une adresse publique, c'est une URL publique, et tout le monde peut aller voir un petit peu les grandes tendances du search. Alors, c'est mis à jour en permanence, hein, en fonction des résultats. Et plus notre nombre de clients augmente, plus ces données sont fiables, puisqu'automatiquement, voilà, l'enjeu statistique est de meilleure qualité. Un des petits soucis actuels, c'est que c'est vraiment très centré sur les États-Unis. On est en train de faire une version 2 qui va être beaucoup plus mondiale et donc permettra à un client en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, de pouvoir regarder peut-être un vertical, le retail ou l'e-commerce ou la finance, et de pouvoir, à travers les différents filtres, aller voir des tendances de recherche qui peuvent l'aider lui-même à imaginer sa stratégie de demain. Donc c'est voilà, c'est une participation, anonymisation de nos données pour pouvoir partager des tendances. Mais ça se fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui partagent des livres blancs tous les ans ou qui font des prédictions. Adobe faisait des prédictions sur le Black Friday ou le Cyber Monday, qu'est-ce qu'elle est mieux à se vendre et ce genre de choses, parce qu'ils avaient beaucoup d'analytics. Ben voilà, c'est un peu la même logique, on retourne ça un peu à la communauté, quoi. C'est vachement intéressant. En général, ce genre de données, c'est payant pour les entreprises. Et là, Alors, c'est libre accès sur votre site, c'est ça qui est ouais. incroyable. Bah, alors ça, pour le coup, c'est un élément fondateur de Yext, c'est qu'on a toujours dit qu'on ne vendrait jamais les données de nos clients. Ça a été notre fondateur, Howard Lerman, a toujours dit: «Nous, on va opérer les données de nos clients, on va les faciliter, on va en créer, mais on ne revendra jamais, on ne fera jamais d'argent sur les données de nos clients». Belle mentalité. Oui, c'est pas le cas de tout Bravo. le monde, mais Non, non, franchement, c'est bravo. C'est une belle problématique. On va revenir sur la partie search, justement. Lors de notre entretien, quand on a commencé à préparer ce podcast, tu m'as expliqué qu'il y avait une problématique aujourd'hui dans la partie recherche sur les sites internet des marques. C'est quoi cette problématique? bah, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a longtemps travaillé sur l'off-site pour générer du trafic sur le site, en se disant, bah, une fois que ça arrive sur le site, après la marque fait son boulot et convertit, en fait, hein. En fait, nous, on aidait à l'acquisition et l'idée, c'était que la marque, après, fasse la conversion et puis l'achat. Sauf que beaucoup de clients nous ont dit, bah, on a beaucoup de trafic, beaucoup plus. C'est super, ça marche super bien, Yext, mais quand ça arrive sur notre site, le taux de conversion augmente pas. Alors, on a commencé à regarder pourquoi et on s'est aperçu que l'expérience de recherche sur site de marque avait 10 ans de décalage avec ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur Google, Bing, Yahoo et les autres grands moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les Google, il y a des milliers d'ingénieurs qui améliorent les algos en permanence. C'est pas un seul algo, c'est plein d'algos en fonction du type de questions qu'on pose. Et on s'est habitué, en fait, si on regarde bien les 10-15 dernières années, si on regarde l'interface de Google il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans et aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que ces petits changements ont été très petits au fur et à mesure, mais ça n'a rien à voir. Il y a 15 ans, c'était des liens bleus, puis c'était à toi d'aller piocher les liens bleus, prendre le temps de lire tous les liens bleus pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, quand tu poses une question, tu as une réponse directe.
Si tu demandes un point de vente, tu vas te retrouver avec une mini carte et les 3 premières réponses qui leur semblent les plus pertinentes. Si tu demandes, je sais pas quel est le nombre de calories dans un Big Mac, tu vas avoir une réponse directe. On va te dire: «Ça fait 400», ça fait beaucoup de calories dans tous les cas. Et ça, on s'y est habitué, en fait, à ce niveau de pertinence et ce niveau de résultat. Sauf que les sociétés, en parallèle, elles, quand elles ont mis en place leur site web, elles ont pris beaucoup, beaucoup de temps à sélectionner leur outil de site web, souvent le Content Management System, le CMS, et mais il y avait 600 questions sur le CMS, la sécurité, les réglages, les templates, les machins, mais le moteur de recherche, il y avait 5 questions parce que c'était sous-évalué et le résultat, on se retrouve avec des moteurs de recherche mots-clés qui ont 15 ans d'âge et donc du coup, mis à part les sociétés de type e-commerce qui ont beaucoup investi dans les moteurs de recherche parce que c'est le cœur de leur métier et là, ils ont, 6, 12, 15, 20 ingénieurs dédiés à des technologies de recherche parce que c'est le cœur de métier, là, il faut gagner de l'argent. Toutes les autres marques n'y ont pas prêté attention ou n'y ont pas mis l'énergie et du coup, il y a un décalage énorme entre l'expérience off-site et l'expérience, on-site. Et comment ça se fait que si c'est une si grosse problématique et que cette recherche sur les on-site est fondamentale, les entreprises s'y intéressent pas plus que ça? Parce que tu as dit: «Si la recherche on-site est fondamentale». C'est pas une évidence pour les marques aujourd'hui. C'est là où est l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un enjeu actuellement, on le voit, hein, un enjeu d'éducation. C'est-à-dire que les marques, pour l'instant, n'ont pas du tout visualisé cet enjeu-là. Un exemple, juste pour revenir en arrière. Sur le off-site, il y a quelques années, l'enjeu, c'était de comprendre le SEO. Parce que les gens connaissaient le SIA, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la pub. Parce que ça, ils comprenaient bien que quand ils mettaient 1 € là, ils en récupéraient 2 ou 3 de l'autre côté. C'était facile à présenter à la direction. Par contre, le SEO, c'est vachement plus compliqué parce que c'est beaucoup plus long, ça met du temps à performer. Par contre, quand on fait bien du SEO et du SIA, on a de meilleures performances que quand on fait que de la pub. Bah ça, il a fallu éduquer le marché sur le SEO. Alors maintenant, c'est fait. Les gens, si on n'est pas SEO, ça va plus. Mais il a fallu 15 ans pour que les gens comprennent la valeur du SEO. Il y a encore quelques clients qui ne l'ont pas compris aujourd'hui. Là, c'est la recherche, c'est pareil. Pour eux, c'était dans le moteur de site web. La techno, elle doit marcher, tout va bien. Et en fait, ça a été sous-évalué et sous-pondéré dans la priorité. Donc, par contre, on le voit bien aujourd'hui, quand on prend le temps d'avoir un client face à face et de lui expliquer et surtout lui faire voir sur son site les perfs de son moteur de recherche par rapport à ce que ça pourrait être, bah, ça dure 2 heures, quoi. Et au bout de 2 heures, le client, il fait: «Ah, OK, j'avais pas compris, j'avais pas réalisé» et très honnêtement, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que je m'en suis pas occupé. Or, à nouveau, les retailers et l'e-commerce, pour lequel c'est le nerf de la guerre que d'avoir un moteur de recherche produit extrêmement, puissant. Mais pour le reste des marques, en fait, on oublie souvent, les moteurs de recherche aujourd'hui, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est les produits. Sauf qu'en fait, quand moi j'arrive sur un site de marque et que j'ai une barre de recherche en plein milieu sur la home page, je peux poser n'importe quel type de questions sur la marque. Qui sont les fondateurs? Quand est le prochain événement? Est-ce qu'il y a un job d'été pour moi? Et toutes ces questions sont valables. Ou alors, comment je fais pour retourner mon produit? Et puis des questions produits. Je veux un sac noir cuir. Ok, très bien. Mais il n'y a pas que des questions produits. Il y a plein plein d'autres questions, des FAQ, des événements, des jobs, des services qui peuvent être proposés. Et ça, si on regardait bien, je conseille d'ailleurs à tous les gens qui nous écoutent, prenez juste 2 minutes, prenez un site de marque et posez des questions qui ne sont pas produits. Et vous allez voir. Qui pose des questions hors produit sur un site e-commerce? Intéressant. Sur l'e-commerce, déjà, par exemple, il y a toute la partie after sell, par exemple. C'est comment je remplace ou je trouve la batterie qui va bien avec mon micro, par exemple. Ou comment je le répare? Ou comment je le retourne s'il marche pas? Ce sont des questions légitimement, on peut se poser sur un site e-commerce. Après l'achat, on peut avoir des problèmes. Mais on peut poser aussi ces questions-là sur Google aussi. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, Ouais. je pense. Il y a ça, c'est une première partie. Et puis, il peut y avoir aussi, de plus en plus, les gens se posent des questions d'éthique. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette société ou avec cette société? Donc, c'est quoi l'histoire des fondateurs? Est-ce qu'ils sont ESG? Est-ce qu'ils respectent, ils produisent en France? Enfin, j'en sais OK. rien. Donc, on voit que les gens deviennent de plus en plus éduqués aussi sur leur acte d'achat. Et donc, faut pas préjuger. En fait, c'est ça. Il faut pas préjuger de ce que le client peut poser comme question par rapport à la marque. Et tu penses que les gens, par exemple, posent ce genre de questions dans la barre de recherche d'un site e-commerce? Ou ils vont plutôt regarder par habitude, parce qu'en général, quand tu vas sur la barre, c'est pour chercher quelque chose. Et après, tu sais tellement par habitude, je pense, ou bien par déni, parce que tu sais très bien que tu jamais la réponse, tu vas chercher, je sais pas, dans la FAQ ou dans les services de conditions générales, justement ce genre de réponse au service, à la facturation, au paiement, etc. Tu vas chercher s'il y a une FAQ quelque part sur le site qui est planqué en général. En Ce genre bas, de questions. dans Ouais, en le, bas. dans C'est le pour ça que je fais footer. en même temps, je fais avec les bras, je fais le cinéma, mais on le voit pas. Mais je crois que tu as donné la réponse. C'est un déni et une adaptation humaine. C'est-à-dire que quand on n'a pas et qu'on veut, parce qu'on n'aime pas le vide, on compense.
Mais quand tu compenses, tu fais clic, 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 c'est-à-dire que tu enchaînes les clics pour au bout d'un moment trouver l'information. Le problème, c'est qu'à chaque clic, tu prends le risque de perdre ce client. Parce que le client, au bout d'un moment, il en a marre. Parce que là, tu es dans un scénario positif, où la personne trouve la réponse. Sauf que malheureusement, dans 57% des cas, les gens ne trouvent pas la réponse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent, ça les voilà, et Ils ils vont passent sur un autre peut-être à autre site. chose. Et voilà. Et là, on a le risque de rebond qui fait qu'on ne quitte le site alors qu'on était captif. C'était fini, on allait payer, quoi. Et ben, on va pas payer parce qu'on en a marre, ça nous a énervé, c'est trop long, c'est embêtant à trouver. Ça devrait pas être le cas. Pourquoi je devrais avoir une page FAQ dédiée à la FAQ alors qu'en fait, je pourrais très bien poser cette question dans la barre centrale sur la homepage? C'est la même information, c'est juste qu'elle est surfacée, elle est mise à disposition plutôt dans le tunnel de conversion. Donc c'est en fait, c'est justement, on parle d'expérience de recherche au pluriel. On peut avoir une barre de recherche universelle sur la homepage qui ne préjuge pas des questions que je vais poser. Ça ne nous empêche pas d'avoir une page FAQ, une page carrière ou une page store locator ou un chatbot qui sont autant de points de contact. Mais à ce moment-là, ça sera ce qu'on appellera des expériences plutôt verticalisées. Si je suis sur un store locator, c'est jamais qu'un moteur de recherche de points de vente. Si je suis sur un moteur de recherche de carrière ou de job, ça n'est jamais qu'un moteur dédié à la recherche de job. Et nous, on préjuge pas de ça. C'est-à-dire que nous, notre philosophie, c'est essayons de vendre la recherche universelle, en ne préjugeant pas. Et d'ailleurs, notre techno, on y reviendra sûrement tout à l'heure sur l'IA et tout ça, c'est que nous, on a fait un saut là-dessus et on essaie de comprendre l'intention de l'utilisateur derrière sa recherche. Bah, justement, parlant d'IA, c'est en quoi l'IA permet-elle d'améliorer cette expérience de recherche sur les sites de marque? Alors, c'est pas l'IA en tant que telle qui aide à améliorer, c'est l'usage de l'IA qu'on va en faire, effectivement. Nous, on a eu une chance incroyable, c'est que on a démarré tard sur le moteur de recherche on-site. On a démarré il y a 2 ans et demi à peu près. Et donc, quand on démarre tard, on démarre d'une feuille blanche et on n'a pas d'historique. Le problème de tous les autres fournisseurs de moteurs de recherche aujourd'hui, c'est qu'ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie derrière eux. Et il y a 15 ans, 10 ans, c'était les mots-clés. Le truc absolu dans le moteur de recherche, c'était le mot-clé. À tel point, et ça c'est assez marrant, on s'est auto-bridé les 20 dernières années dans la façon dont on posait les questions sur un moteur de recherche. C'est-à-dire quand je te parle, je fais une phrase, j'exprime une question qui peut être plus ou moins complexe, avec plusieurs sujets, pourquoi pas. Quand on va sur un site web, c'est voiture, sac. C'est-à-dire qu'on est redevenu débile, parce qu'on savait que de toute façon le moteur de recherche, il comprenait pas si je lui mettais des choses plus complexes au début. Alors les choses ont évolué à nouveau. Pourquoi les choses ont évolué? Le gros déclencheur, ça a été les assistants vocaux et les smartphones. Parce qu'on a pu revocaliser, en fait, nos questions. Et à partir du moment où on a pu revocaliser les questions, on a reconstruit des questions complexes ou avec des intentions. Un exemple, aujourd'hui, je sais pas, là on est, alors ça se voit pas pour les auditeurs, mais on est plusieurs dans la pièce. Si je dis, tiens, la réponse est smartphone, et je demande à toutes les personnes dans la pièce, créez-moi une question dont la réponse est smartphone, eh ben on aura 4 ou 5 questions différentes qui pourtant amènent à la même réponse. Parce qu'on a des vocabulaires, un historique différent, une façon de s'exprimer. Il y en a peut-être un qui va le faire en mots-clés, avec 3 mots-clés. Il y en a peut-être un qui va faire une phrase, et ainsi de suite. Et donc justement, nous, comme on a démarré tard, on a eu la chance, 2 chances en fait qu'on a eues. C'est que, un, la puissance de traitement d'un smartphone ou d'un ordinateur était telle aujourd'hui qu'on pouvait avoir maintenant des capacités de compréhension en langage naturel avec des algos qui existent depuis assez longtemps, mais qui n'avaient pas assez de puissance pour pouvoir fonctionner rapidement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de démarrer sur des algos justement en langage naturel, où nous, en fait, on a mis le paquet sur la compréhension de la question posée. Parce que trouver une réponse, c'est bien, mais si on ne comprend pas la question, c'est un peu couillon. Donc, nous, on a dit, OK, on va passer beaucoup de temps et d'énergie et d'IA sur la compréhension de la question qui va être posée pour en extraire, non pas des mots-clés, mais l'intention derrière les mots qui ont été utilisés. Ce qui nous permet du coup d'avoir un espace sémantique beaucoup plus large. Parce que si par exemple je te dis, tiens, je cherche un bon restaurant de viande, nous on comprend ce que ça veut dire, parce que notre cerveau a déjà calculé toutes les options. Un ordinateur, il cherche viande, si on est en mode mot-clé. Hein, d'accord. Mais il ne comprend pas que derrière viande, il y a agneau, il y a bœuf, il y a poulet, il y a. Enfin, et c'est ça en fait l'espace sémantique. C'est-à-dire qu'on va être capable, derrière une expression simple, de décrire tout un espace sémantique. Et du coup, quand on va faire la recherche, on ne va pas s'arrêter à viande et à chercher le mot viande, mais on va chercher toutes les occurrences sémantiques qui sont possibles dans l'espace sémantique de viande. Et ça change tout parce que du coup, la qualité de la réponse nous permet d'aller chercher la bonne réponse, d'abord d'être très précis, si elle existe. Si elle est multiple, on en ramène plusieurs bien évidemment, mais surtout, quand moi j'ai exprimé viande, je pensais agneau, bœuf, machin, mais je ne l'ai pas exprimé. Mais pourtant, la qualité de réponse que je vais avoir va être bien supérieure. Tu me fais penser à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur Google, les gens ont pris l'habitude de poser des questions
mais Mmh. avec des sujets, verbes, Ouais, compléments. tout à fait. Par contre, c'est vrai que ça nous passe jamais par l'esprit de faire une phrase ou de faire une question sur un site de marque. Non, mais parce que, à nouveau, on a créé ce décalage. C'est le fameux décalage dont je parlais tout à l'heure. En fait, l'humain a ceci de génial, c'est qu'il s'adapte en temps, quasi réel à son environnement. En clair, quand je parle à un adulte, je vais utiliser un niveau de langage. Quand je vais parler à un enfant, je vais parler avec un autre niveau de langage. Et ben, c'est un peu la même chose. Avec Google, je parle niveau adulte. Avec les marques, je parle niveau enfant. Parce que je sais que de toute façon, si je augmente mon niveau de langage, il va pas comprendre. Mais c'est pas normal. C'est exactement mon point. C'est que c'est Mmh. pas normal. C'est que justement, il y a une disruption dans ce parcours de recherche. Je démarre très fort avec beaucoup de qualité, je peux m'exprimer, et j'arrive sur le site de marque et gué, je recommence à faire viande, machin. Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette rupture. Technologiquement, il n'y a pas de raison. Donc, mais il faut que les marques le comprennent, et surtout, on est quand même à chaque fois qu'on prend un choix technologique, il faut que ça génère de l'argent, il faut que ça génère un retour sur investissement. Donc nous, notre enjeu, c'est de faire voir la valeur attachée à avoir un bon moteur de recherche. Et justement, comment tout à l'heure, tu parlais d'intention de Mmh. l'utilisateur. Ouais. Comment on comprend l'intention de l'utilisateur pour lui donner la meilleure réponse? Alors c'est tout l'enjeu de la reconnaissance en langage naturel. Alors en bon anglais, le NLP, Natural Language Processing, ou Natural Language Understanding, c'est une des branches de l'IA. C'est la partie de l'utilisation de l'IA pour la partie, je dirais, reconnaissance de la parole, reconnaissance des textes et ainsi de suite. Alors là, c'est toute une branche de l'IA particulière que nous on utilise et qui va justement, suivant comment tu as construit ta phrase ou pas ta phrase ou utiliser des mots-clés, d'abord leur premier enjeu c'est de comprendre quel est le sujet principal. Parce que si je voudrais un sac, noir, en cuir vegan. Si je suis en mode mot-clé, vegan a autant de poids que noir et que sac. Sauf qu'en fait, le vrai sujet, c'est sac. Et vegan et cuir et noir, ce sont des attributs ou des adjectifs qui sont liés à mon sac. Mais encore faut-il comprendre que sac a plus de poids et que c'est lui l'outil primaire, enfin l'objet primaire qui m'intéresse. C'est ça, la reconnaissance et l'intention, c'est de comprendre grâce à une algorithmique propre à l'IA, qu'est-ce qui va être le vrai sujet, qu'est-ce qui va être des attributs, et donc du coup de ne pas me tromper dans la réponse que je vais fournir. Voilà. Et grâce à l'espace sémantique aussi dont on parlait tout à l'heure. Autre sujet qui pose problème aujourd'hui, c'est la disparition des cookies tiers. Du coup, comment on peut collecter, analyser, trier et agir justement pour améliorer maintenant le parcours client? Le mot important, c'est cookie tiers. C'est le tiers qui est important en fait dans cette phrase. C'est que jusqu'à maintenant, on a été sous perfusion du cookie tiers. C'était la facilité en fait. On achetait des bases de cookies tiers, plus nos propres cookies first party, donc les cookies que les marques généraient elles-mêmes. Parce que si tu aimes bien une marque, tu acceptes, tu as une forme d'opt-in sur la marque où tu acceptes de donner ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, machin, hein. Ça, c'est toi qui décides parce que tu veux être en contact avec la marque, tu es loyal à la marque, tu as envie de savoir les infos de la marque. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est les cookies first party. Puis tu as les cookies tiers qui sont des bases de données que tu achètes à côté et qui t'essayent de te donner un contexte de Jimmy Barins. Est-ce qu'il est CSP, CSP+, 50 ans, machin, de sa bidule. Il aime le bleu, enfin, j'en sais rien. On a été sous perfusion du cookie tiers parce que c'était la solution simple. Bah, alors, le problème, c'est que là, on nous a enlevé la drogue. Là. On nous a enlevé le cookie tiers et on nous dit bah, maintenant, tu te débrouilles sans cookie tiers. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et comment on va arriver à faire ça? C'est que bah, typiquement, quand tu lis une question et que tu analyses finement une question, bah, en fait, tu as plein d'informations derrière cette question. Reprenons notre exemple de sac cuir noir vegan. Pour l'instant, je ne suis pas en opt-in, on ne sait pas qui je suis. Je fais une question complètement générique sur un site de marque. D'accord? Je cherche, alors déjà on sait que c'est d'un sac, donc on cherche sur un acte d'achat a priori vers un sac. Si c'est, suivant la marque que c'est, ça peut être une marque qui est plus féminine que masculine, hein, ça peut dépendre. Donc on sait que là si c'est une femme, donc a priori t'es un homme. A priori, même si on a les problèmes de genre et tout ça, les choses comme ça. Mais ce qu'il peut y avoir, c'est que de par les questions qui vont être posées, on va être capable de détecter et de comprendre, justement au-delà de l'intention, de comprendre aussi des éléments de contexte. Tu veux des choses de couleur noire, tu veux des choses en cuir vegan. Donc cuir vegan, a priori, tu fais attention à ce que tu achètes, tu as une espèce de forme de responsabilité, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a toute une forme d'analytics qui peut déjà se faire sur la recherche elle-même. Plus, faut pas oublier qu'un site de marque va collecter des dizaines de milliers de recherches au fur et à mesure de sa vie. Et un peu comme on parlait du Search Hub Data tout à l'heure, bah, on a un mini Search Hub Data de la marque qui se dit, tiens, 45% des recherches qui sont faites sur mon site concernent le cuir vegan. Alors que ma collection était essentiellement historique. Et ben, va peut-être falloir que moi, je prenne une décision de passer beaucoup plus vite sur le cuir vegan que ce que j'avais prévu. Donc ça me donne du contexte. Et puis après, il faut pas oublier le cookie first party.
Et là, on peut mélanger les 2 parce que là, on peut savoir que tiens, Jimmy s'est logué, donc là, on connaît des informations sur Jimmy et là, on peut maintenant mélanger les informations sur Jimmy plus les informations récupérées par l'IA et par l'intelligence et par l'analytics qu'on a généré sur les questions qui ont été posées dans le temps et là, je peux préjuger un petit peu du parcours client, ou en tout cas, influencer les résultats du moteur de recherche pour lui ramener les objets qui lui plairont, le plus. Si on reprend notre exemple de sac noir, peut-être que j'ai 4 sacs noirs véganes. Dans quel ordre je lui présente? Les 4 répondent à mes critères de recherche. Sauf que je sais qu'il y a un historique d'achat et que je sais qu'il cherche plutôt a priori des sacs pour femmes, assez grands. Bon bah, hop, je vais changer mon ordre dans mon résultat de recherche pour aller matcher ça. Ou alors à l'inverse, ce sac noir-là, j'ai du mal à le vendre. J'en ai plus encore en stock, là tous les autres je les vends bien. Bah, peut-être que le marketing va vouloir mettre ce sac en avant pour essayer d'en vendre un peu plus. Non mais c'est de bonne guerre, c'est normal. Donc c'est ça qui voilà, c'est tout ça qui va se mettre en marche pour pouvoir vraiment aider. Mais je pense que c'est une bonne chose. Autre sujet, Google et son fameux 0 clic. Ouais, ah bah oui, ça c'est un vrai sujet, C'est ouais. un vrai sujet, ça peut être peut-être une problématique aussi. Est-ce que c'est un danger justement pour les sites de marque? On va revenir sur le côté dangerosité, mais déjà, faut que les marques comprennent que c'est une réalité. Parce qu'il y a encore beaucoup de marques qui n'ont pas bien compris qu'on avait dépassé 51% de zéro clic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 2 questions posées, il y en a une qui va s'arrêter à la réponse. C'est-à-dire que la marque, si elle n'a rien fait, bah, elle n'a aucune chance de gagner. C'est ça en fait la réalité. Donc, on parlait de off-site et de on-site tout à l'heure. Là, on a beaucoup parlé de on-site. Mais ce qu'on fait sur le on-site, sur le moteur de recherche ou les pages produits dont on parlait tout à l'heure, ou les pages d'intention, quand je disais tout à l'heure qu'on faisait des pages d'intention pour les requêtes non brandées, ce sont des pages SEO qui vont être crawlées par les moteurs de recherche. Et donc, si on n'a pas bien fait le travail sur son site, de bien mettre en avant ses produits, ses services, ses offres, ses événements, et de les faire bien d'un point de vue technique, SEO, on revient sur le SEO de tout à l'heure, et qu'on n'a pas pris en compte tous les scénarios d'utilisation ou d'achat des clients potentiels de ma marque, alors ça veut dire qu'il faut connaître ses clients, il faut connaître voilà, le monde dans lequel ils évoluent, les termes qu'ils utilisent, bah, on n'a aucune chance de faire partie de la première page. Et donc, un zéro clic, si on n'est pas dans la première page, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est soit la compétition, soit c'est d'autres personnes qui ont su, eux, se faire référencer intelligemment sur ce sujet. Ça peut être des influenceurs, ça peut être des journaux, ça peut être des podcasts, ça peut être n'importe quoi. Et ces personnes-là vont donner leur avis sur la question que j'ai posée. Mais ça veut dire que moi, en tant que marque, j'ai zéro contrôle sur l'expérience utilisateur. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que je ne me suis même pas donné la chance de faire partie de ce zéro clic. Parce que même si ça n'amène pas sur mon site, moi, ce que je veux, c'est que l'information que l'utilisateur va consommer, au minimum, elle soit bonne. Parce qu'il y a un risque, c'est que l'information que je consomme, que je vois sur la première page, me satisfasse parce que j'ai une réponse. Et dans 90% des cas, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, personne ne vérifie la source de la réponse qui est affichée. Et ça, c'est un réflexe que tout le monde devrait avoir aujourd'hui, mais que peu ont malheureusement, c'est de regarder la source. Parce que c'est marqué, on a la source. Mais on ne le regarde pas toujours. Et si la réponse nous paraît pas bête, mais cohérente, ben on va l'accepter. Sauf que cette réponse, si on regarde bien, je sais plus, j'avais fait une démo une fois, elle datait de 2014. C'est-à-dire que, elle était obsolète, mais comme elle était cohérente par rapport au modèle, c'était un modèle de voiture, je me rappelle, bah on s'est dit, ok, ça va bien. J'avais demandé une puissance d'un modèle de voiture française. Ah bah j'avais une réponse, sauf que la réponse, elle était fausse. Parce que c'était un modèle qui avait 5 ans. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, en tant que consommateurs, on soit des consommateurs un petit peu éduqués. C'est aussi notre job à nous de faire attention. Par contre, côté marque, c'est une obligation pour les marques de faire attention à publier ces bonnes informations de la bonne façon pour que les moteurs de recherche les surfassent, les indexent quand ils les crawlent, de façon à ce qu'ils aient une chance de remonter. Parce qu'il faut savoir qu'un Google, lui, Google, ce qu'il veut, c'est répondre à votre question. Mais il voudrait idéalement avoir la meilleure réponse possible. Mais s'il ne trouve pas une réponse qui vient de la marque elle-même, il ne va pas vous mettre une page blanche en résultat. Il va toujours afficher un résultat. Il veut toujours vous donner une réponse. Pourquoi? Parce que l'enjeu de Google, c'est que vous restiez chez Google. Et vous ne quittiez pas le monde de Google. Ce qui est normal, c'est leur business model et c'est leur logique. Pourquoi? C'est parce qu'on voit les pubs, donc du coup c'est payant, enfin vous connaissez le modèle. Donc leur enjeu, c'est les zéro clics justement. C'est que vous restiez chez Google. Mais si vous êtes la marque et que vous poussez l'information, Google n'est pas bête, ils prennent l'information qui vient de la marque. Parce qu'ils considèrent que l'information venant de la marque est a priori plus correcte que n'importe quelle autre source de données ou de références. Donc ça veut dire que si la marque ne prend pas en charge cette publication, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur.
Par contre, il faut y penser, faut le mentaliser, faut le mettre en place sur le site web, parce qu'il faut avoir le résultat après. Et c'est du SEO pur, là, on est vraiment sur du SEO pur, donc ça, c'est pas instantané, c'est pas comme de l'advertising. Il faut, voilà, faut laisser le temps au temps. En particulier, si on démarre tard, bah, ça sera plus compliqué, surtout s'il y a des compétiteurs qui ont pris la place, il va falloir la gagner sa place. Donc ça va prendre du temps. C'est des mois, là, on parle de mois pour pouvoir remonter dans une page zéro et en 0 clic. Maintenant, est-ce que c'est un danger? Oui, bah oui, parce que tant que j'arrive pas à emmener sur mon site et que j'arrive pas à convertir, ouais, oui, c'est un danger. Jusqu'au jour où demain, on aura un Google Shopping où on pourra acheter directement. On y est presque. On y est On s'y presque. rapproche. Bah oui, bah oui. On se rapproche. Ce qui est intéressant, c'est que certaines marques, carrément, c'est parfois, je préfère faire l'expérience d'achat sur Amazon que sur le site de la marque. Mais là, parce que tu parles d'expérience d'achat. Oui, C'est-à-dire que le tunnel d'achat et mal est fait. tellement plus efficace sur Amazon. Alors là, je suis le premier à le faire malheureusement aussi. Oui, mais c'est pas Et normal, en fait. ouais, mais là, ouais, mais alors là, si je suis la marque, faut que je me pose la question. Puis que je me regarde dans le miroir en me disant, attends, je perds 80% de mes ventes, alors qu'ils sont sur le site, ils sont sur le point d'appuyer et ils le font pas. Il faut que la marque, à un moment donné, se regarde elle-même et se dise, voilà, c'est quoi mon tunnel d'achat, quoi. Et puis parfois, c'est juste que la réponse que donne Google quand tu tapes, je sais pas, n'importe, je sais plus c'était quoi, l'autre jour, je cherchais un objet tech, et en fait, le site, enfin, la référence produit Amazon était mieux classée que le site lui-même. Il faut voir la machine Amazon aussi, hein. Oui, oui, je sais bien. On a une machine de guerre, de Mais référencement du coup, derrière qui est bah, monstrueuse, hein. moi, je vais pas chercher 4 heures. Entre les deux, si je revois pas le site de la marque, bah, je vais cliquer sur Amazon, je vais faire mon achat, et puis tant pis, quoi. Ouais, puis accessoirement, tu as déjà mis ta carte, donc c'est un clic, et puis le lendemain, tu l'as devant ta porte. Donc en fait, C'est quasiment ça, ouais. ah bah oui, mais c'est d'une violence totale. Et parfois, c'est même Parce moins que cher que le site de la marque. C'est ça qui est c'est même incroyable. souvent moins cher. Donc c'est d'une violence totale. C'est moins cher, c'est plus rapide, et tu le fais en un clic. Donc c'est sûr que c'est difficile. Je comprends que les gens soient, voilà, il y a les marques avec Amazon ou d'autres, il y a un vrai enjeu, mais il faut qu'ils se posent la question. Est-ce que si on regarde l'interface d'Amazon, entre nous, c'est moche? Enfin, C'est toujours mieux qu'AliExpress. ouais, mais c'est moche. Oui, En tant que du X, quand on est un mec du X, on se dit, alors c'est pas vrai d'ailleurs. Un mec du X va dire, ça, c'est c'est génial, génial, parce que oui. c'est d'une puissance C'est folle. plus en termes de web Voilà. design ou Mais de visuellement, c'est pas très joli. Oh, non, oui, c'est pas très beau, Par non. contre, en termes de perf, c'est monstrueux. Non, mais le bouton acheter en un clic, c'est magique. Ah ben ouais. Mais pourquoi pas le faire sur son site? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je crois qu'en plus, le brevet, maintenant, est disponible. Enfin, ils avaient déposé un brevet Oui, pendant un le certain one click, X time, ouais. effectivement, ouais. Et je crois que maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Et la Fnac, je crois que l'a adapté, il l'a mis sur son Ça, j'ai site. pas vu ça. Ouais, je regarde, mais j'ai pas vu. Si je me trompe pas. Mais on est suffisamment créatif et intelligent pour trouver des tunnels d'achat. Allez, 2 clics. Ouais, ça va pas m'empêcher de m'énerver avec 2 clics. Par contre, quand c'est clic, machin, truc, bidule, pose des... Ah tiens, il va falloir que tu choisisses ton point relais, truc, machin, bidule, ok, mets ta carte. Ah oui, mais moi, je prends pas PayPal. Ouais, ok. Au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Et c'est pour ça qu'on tourne sur Amazon. Et c'est leur magie, c'est de l'efficacité, hein. Et un service client qui ne discute pas. Moi, j'ai eu un cas il y a pas très longtemps. Alors, peut-être que j'ai de la chance, j'en sais rien. J'avais acheté du Wi-Fi mesh pour pouvoir, voilà, amplifier les systèmes. Bah, après réflexion, ça m'allait pas. Je le rembourse, enfin, je le renvoie, donc il me donne le papier. Je mets le carton, je le dépose à la poste à 12h02. À 12h05, dans ma boîte aux lettres, j'ai Amazon qui me dit: «OK, c'est bon, voilà le remboursement». Alors, ils attendent un peu, ils sont pas complètement fous, mais c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, c'est quand même une machinerie de fou. Et moi, ça me rassure. Parce que la prochaine fois, je sais que je peux acheter un truc et le renvoyer, ça se passe bien. Donc c'est ça, en fait. C'est une mécanique très bien huilée, en fait. En vrai, avec tout ce que tu nous as dit là pendant les 20 dernières minutes, 25 dernières minutes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'enjeu là des sites ou des entreprises, c'est pas de créer un parcours client on-site et off-site égal? Parce que finalement, il y a quand même une certaine balance qui est pas du tout équilibrée. Bah, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre mantra chez IEX, c'est que le client comprenne à la fin de nos discussions préliminaires qu'aujourd'hui, il a sûrement mal équilibré sa dépense d'énergie dans le cadre de son parcours client. Et souvent, le problème est dû aux organisations internes des sociétés. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipes e-commerce, on va avoir des équipes site web, on va avoir des équipes social media, on va avoir des équipes SEO. Et c'est pas forcément des gens qui travaillent ensemble. Des fois, oui, hein, il y a des équipes qui, voilà, qui ont cette agilité. Mais souvent, voilà, ils vont pas avoir les mêmes objectifs, ils vont pas avoir les mêmes KPI. Le KPI du site web, c'est d'être dispo à telle heure, 100% de disponibilité et d'avoir un parcours en cyclique. Ok, très bien. Sauf que, est-ce que tes pages sont vraiment optimisées d'un point de vue SEO pour aider la recherche off-site? Bah, je m'en fous, c'est pas mon problème, moi, ça. Mais c'est pas vrai. Et donc, en fait, le parcours de recherche du client, c'est une démarche transverse au sein de la marque. Et donc, c'est d'ailleurs des enjeux et des problèmes qu'on rencontre, nous, aujourd'hui, quand on va voir les clients, c'est qu'on rentre par une porte, mais on est en train de leur expliquer, en fait, il faut parler avec beaucoup plus de gens
pour qu'ils comprennent et qu'ils reculent un petit peu et qu'ils voient l'ensemble du parcours de recherche et que quand ils voient ça, il y a souvent un effet waouh, il y a tu sais, le moment où la lumière s'allume et hop, ils se disent: «Ah ouais, on n'avait pas vu le truc comme ça» et effectivement, on fait un petit peu de SEO, on fait un petit peu de SIA, on fait un petit peu de page locale, de machin. Ouais, mais là, il faut le voir dans son ensemble et effectivement, il y a une dichotomie aujourd'hui dans les expériences. Il y a, je pense, pendant longtemps, il y a eu un surinvestissement sur l'AdWords. Pourquoi ça a marché l'AdWords? D'abord parce que ça marche. Je mets 1 $ là ou 1 € là et j'en récupère 3, 4, 5, ça marche. Mais surtout, c'est super simple à expliquer à la direction. Donne-moi un, je t'en renvoie 3. Et ils comprennent tous, hein, tout le monde comprend. Par contre, quand on arrive en disant avec du SEO, alors il va falloir attendre 6 mois pour avoir les premiers résultats et c'est super plus compliqué, c'est beaucoup plus, difficile à visualiser à court terme et à voir les dollars qui vont et les euros qui vont être associés avec ça. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une éducation, je pense, sur le digital, là je parle vraiment d'une façon beaucoup plus générale, auprès, des dirigeants d'entreprise. Alors il y en a certains, c'est naturel, il y en a certains pour qui ils sont nés avec, il y en a pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc il y a vraiment, je pense, une nurturation, digitale à faire et une éducation digitale, à faire là-dessus. Logiquement, dans les futures années, avec toutes les nouvelles générations, il y aura moins ce problème, non? Oui, sur le papier, oui, je pense, parce qu'en tout cas, il y aura une compréhension de ces enjeux. Maintenant, quand j'ai, 100 € à mettre sur des projets, je les mets sur quel projet? Parce que j'ai peut-être 10 projets face à moi. Donc pourquoi je les mettrais plus là que là? Alors on rentre là après dans une logique qui est plus classique, hein, de l'entreprise, c'est le dirigeant, il doit prendre des décisions sur où sont ses priorités et s'il n'est pas bien informé, peut-être que son ordre de priorité est faussé, en fait, parce qu'il comprend pas, en fait, pour ça, c'est niveau 10 pour lui. Alors qu'en fait, ça devrait être niveau 2 ou 3. Bon voilà, et chaque dirigeant d'entreprise va avoir aussi sa propre sensibilité par rapport au sujet et va prioriser les choses différemment. Dernière question sur la thématique. Tu l'as dit au début de ce podcast, je crois, le conversationnel, notamment avec les assistants Google, on aime bien de plus en plus utiliser la voix pour poser des questions. C'est imaginable que sur les sites de marque, un jour, on essaie ce côté conversationnel à parler avec la voix pour faire des recherches? Alors, si tu veux bien, je vais faire pareil, on va reculer 2 secondes sur le truc. Il y a 2 choses sur le conversationnel. Il y a la voix et il y a le conversationnel. Pour moi, c'est pas la même chose. La voix, c'est le fait que sur les assistants, sur les smartphones, quand je m'exprime vocalement, c'est enregistré par l'ordinateur et c'est converti en texte. Parce que la réalité, c'est que voilà, c'est une reconnaissance, c'est du voice to text, quoi, qui est en fait fait. Ça, c'est ce qu'on voit dans les chatbots, sur les smartphones, Siri, et ainsi de suite. C'est pas du conversationnel pour moi, ça. Ça, c'est juste, en fait, du moteur de recherche, mais on passe par la voix pour exprimer ce qu'on aurait pu taper à la main. Et comme c'est à la voix, ça va plus vite et on peut être plus, verbeux et plus précis dans l'expression de sa recherche. Ça, la voix, on y est déjà. Ça existe déjà. Après, il y a des clients qui le mettent en passe ou pas, le chatbot, pas le chatbot, l'appli mobile, machin. Bon, ça, c'est autre chose. Le vrai conversationnel, ça, pour moi, c'est le futur de Yext et c'est le futur de la recherche au sens, large, tel qu'on vient d'en parler pendant une certaine de minutes. C'est, on a cette conversation, tu me poses une question, je te réponds, on itère. Il y a un rebond, il y a un ping-pong. Mais ce que tu m'as dit avant me sert de background et de contexte pour peut-être changer la façon dont je vais répondre à ta question. Alors que c'est pas du tout le cas aujourd'hui d'un chatbot. Un chatbot, tu lui poses une question, il te répond à ta question. Tu lui poses une autre question derrière, il sait déjà plus ce que tu lui as posé la question d'avant. Enfin, tu vois, il y a pas d'historique. On pourrait même imaginer demain, on en parlait tout à l'heure sur les cookies tiers, si je me suis identifié dans ma relation avec le chatbot, il pourra peut-être avoir toutes mes dernières discussions en mémoire et se rappeler les questions que j'ai posées. Et donc, du coup, peut-être changer les réponses qui va m'amener en fonction des précédentes interactions que j'ai eues avec le chatbot. Donc, pour moi, le vrai conversationnel, c'est quand on aura vraiment une conversation. C'est-à-dire que je poserai une question, je vais avoir une réponse. À partir de cette réponse, je vais en faire une autre que j'avais peut-être même pas prévue il y a une seconde plus tôt, mais parce que cette réponse est arrivée, ça me génère une nouvelle type de question. Le problème des chatbots aujourd'hui, c'est que ce sont en fait des arbres de décision préformatés. Les 3 quarts des chatbots, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez ça? Oui, non. OK, tac, je rentre dans ce sous-arbre. Est-ce que vous avez ce problème-là? Oui, non, tac, tac, tac. Et tant que je suis dans l'arbre, tout va bien, parce que ça va m'amener au bout d'un moment sur la bonne réponse. Mais si j'ai le malheur, on l'a tous vécu, de sortir de l'arbre du chatbot, ça me ramène en haut de l'arbre et on itère, il se passe rien. Ce qui fait qu'on a souvent une expérience du chatbot qui est frustrante parce que, ils l'ont imaginé dans un certain nombre de scénarios. Si je sors de ces scénarios-là, ça marche plus. On avait la conversation avec la fondatrice d'Ideta, justement, qui Mmh. propose des chatbots, où justement elle nous expliquait différents types de chatbots. Allez écouter l'épisode de passage si vous l'avez pas encore entendu.
mais justement, elle travaille avec des chatbots à base d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir ce vrai conversationnel, avoir ce côté vraiment un peu plus humain et c'est en train de se développer parce que la technologie est beaucoup plus mature aujourd'hui pour pouvoir le permettre. Tout à fait. Nous, on ne propose pas de chatbot dans l'offre dont on parlait tout à l'heure. Par contre, ce qu'on propose, c'est notre infrastructure, c'est-à-dire toute la connaissance publique des produits, des services, des événements dont je parlais tout à l'heure, comme il est déjà structuré dans un knowledge graph qui est vraiment le meilleur modèle de données qu'utilise Google aujourd'hui, hein, pour son moteur de recherche, eh ben, on le met à la disposition de la techno du chatbot. Et du coup, en fait, on va avoir 2 utilisations d'IA. On va avoir l'utilisation de l'IA pour le conversationnel tel qu'on vient de le définir et on va avoir une utilisation de l'IA pour aller chercher la réponse et la ramener et nourrir, en fait, le chatbot. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas de chatbot sur étagère et on n'en propose pas. Par contre, ravi de faire un partenariat demain, avec tous les acteurs du chatbot parce que la donnée structurée, préparée pour les moteurs de recherche, nous, on l'a. Et on a aussi Yext Answers qui permet d'aller faire de la recherche très précise. Donc effectivement, combiner les 2, pour moi, c'est ça le futur. Futur proche, mais c'est ça le futur. Bah, c'est un peu le début, on va dire, les prémices parce que ça y est pas encore et c'est pas totalement top. Mais avec, Alexia, tu peux très bien préparer tes achats, lui dire: «Ouais, bon, bah, tu me mets ça sur ma liste et tu me payes, c'est bon, je valide mon panier». Finalement, tu même pas allé sur le site, tu as juste dit, vocalement ce que tu voulais. Elle te montre quand tu avec la version avec Mmh. écran, il te montre quand même si pour être sûr que Pour être c'est sûr que ce soit bon le bon produit, c'est le ouais. bon rouleau parce qu'en général, il te trompe une fois sur 2. Mais, Amazon est en train de travailler pour que tu n'aies plus à passer du temps et juste vocalement tu puisses faire des achats parce qu'Amazon connaît tes habitudes d'achat, en fait. On revient sur le cookie first party parce que, en fait, Amazon, et c'est là où ils sont encore plus forts, c'est qu'ils sont tellement bons, bah, qu'on accepte de leur donner pas mal d'infos et surtout, si comme moi vous êtes un peu, acheteur compulsif Amazon, Avec le club. c'est des centaines de transactions sur les dernières années, donc ils savent exactement ce que j'achète. Moi, ils savent que c'est plutôt la tech, c'est plutôt de la BD, du comics, du machin, du bidule. Donc ils savent. Donc ils peuvent, quand ils viennent avec leur reco, elle est souvent assez pertinente, à l'inverse d'autres moteurs de reco que j'ai. Donc effectivement, oui, on y va tout droit, mais je pense aussi que la voix désinhibe l'acte d'achat. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressés par la voix. Parce que si je peux tout faire à la voix, ça va super vite. C'est: «Achète-moi ça, oui, tu confirmes? Oui, donne». Ça a pris, 2 secondes. Il y a plus le fait en plus de mettre la carte bleue. Mais non, et c'est ça qui est mortel en fait, quelque part. Mais eux, je comprends pourquoi ils veulent le pousser. C'est totalement logique, hein. Mais, moi je pense que c'est la force de la voix, c'est ça. C'est ce côté naturel, instinctif et qui ainsi du coup a pu se consommer, hein, Amazon avait lancé je sais pas s'ils les ont encore les Amazon Dash là, Non, c'était ça a ça a été arrêté ça arrêté il les y a boutons là? 3 ans. 3-4 ans, bah, très bien. Mais c'était mortel ce truc-là, en fait, bon, en dehors du bébé qui a appuyé 18 fois de suite, mais enfin voilà, on était purement sur l'impulsion. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un pack d'eau, pip, j'appuie quoi. Oui, bah, Bon, moi je l'avais mis dans les toilettes au cas où s'il y ouais, avait pas de papier bah, toilette. voilà. Mais ça s'est arrêté. Bah, vu que maintenant tu as ton assistant Alexia, ça plus personne l'utilisait quasiment et ils ont arrêté, mais c'est vrai que c'était les débuts de Il y ça. a un truc qui est génial sur Amazon, enfin génial, je sais pas, mais il y a plusieurs niveaux d'Amazon. Il y a l'Amazon grand public, il y a l'Amazon un peu, Pro. pro, il y a le business, enfin il y a plusieurs niveaux en fait. Et quand on commence à consommer pas mal sur Amazon, au bout d'un moment, ils disent: vous voudriez pas passer sur le mode un peu business ou C'est semi-business ce là?» qu'ils me proposent. Voilà, moi aussi, malheureusement, ça m'inquiète d'ailleurs, parce que quand ils me le proposent, c'est que voilà, je dois passer trop d'argent avec eux. Et ils ont ce système aussi d'abonnement, par exemple. Moi, j'ai une mousse à raser ou des trucs comme ça. Ils me disent: bah voilà, tous les 3 mois, je vais t'en renvoyer un ou des choses comme ça. Mais moi, mon Alexa, il me dit: ah ouais, tiens, on va t'en recommander un dans 15 jours. Il me prévient. Il me dit: ça va revenir. Plus très loin quand même de. Voilà. Mais très honnêtement, sur des produits comme ça, qui sont des produits du quotidien et des produits oui, du quotidien, je vois pas trop d'autres mots pour ça me gêne pas trop. Je trouve pas ça tellement intrusif. Là où ça devient pour moi plus compliqué, c'est quand le truc que je déteste le plus aujourd'hui sur internet, c'est quand je viens d'acheter un truc et que pendant 4 jours, je reçois de la pub sur le truc que je viens d'acheter. C'est insupportable. Ça veut bien dire que la techno qui est utilisée derrière, elle a un train de retard parce que je viens d'acheter, je sais pas, un Lego pour mon fils et là, pendant 3 jours, 4 jours, on me dit: «Tiens, vas-y, achète ce Lego». Bah, gars, je l'ai acheté. Voilà, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a de l'espace pour tout, en fait, là-dedans. Merci Jimmy. Ah, merci à toi, Serge. Avant de se quitter, une dernière question. Le prochain grand flip, c'est pour quand? Ah bah, j'aimerais bien, qu'on se revoie pour du conversationnel. Ça pourrait être, mais du vrai, ce dont on discutait et ça pourrait être intéressant. Je sais pas si on fait des podcasts à plusieurs On peut? et là, ça pourrait être intéressant d'avoir, de marier des gens qui sont spécialistes du podcast, front-end et vraiment la partie, visible de l'utilisateur et nous peut-être plus en back-end, donc toute la mécanique derrière
et de discuter de ça, d'avoir même peut-être des avis différents, je ne sais pas, sur le conversationnel. Ça, c'est un sujet, moi, qui me passionne parce que je pense qu'on y va et j'aimerais bien savoir à quoi ça va ressembler réellement parce que moi, j'ai une vision, mais je ne sais pas si c'est, celle qu'on va réellement connaître, quoi. L'invitation est lancée pour Sarah Martino, fondatrice d'Ideta alors. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. Bah, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?